Bienvenue Thierry de Montbrial. Je rappelle que vous êtes président du... Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je voulais rappeler que vous êtes président fondateur de la World Policy Conference. On va parler de la réalité internationale, en tout cas la photographie, votre photographie à l'instant T. Avec plaisir. Quelle est-elle aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué depuis ces derniers mois, depuis l'an dernier, lors de la 11e édition, entre la 11e et la 12e? Je vous ferai d'abord une remarque méthodologique. L'instant T, ça n'existe pas. En géopolitique, en géoéconomie, dans n'importe quoi. L'instant T, c'est toujours un passé et un futur qui se recouvrent à différentes échelles. Par conséquent, on a toujours le passé, et le passé récent, disons depuis l'an dernier, peut se décomposer, je crois, entre certains événements qui étaient totalement imprévisibles. Je prends l'exemple de Hong Kong, par exemple, des manifestations à Hong Kong. Voilà quelque chose qui était presque impensable l'an dernier. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler que dans la vie internationale, qui est extrêmement complexe, il peut toujours y avoir des événements imprévisibles qui surgissent et qui peuvent avoir des conséquences. Voilà. Alors, le deuxième niveau, c'est qu'il y a des évolutions, mais qui sont des évolutions lentes. Le paysage fondamental, aujourd'hui, un an après, donc, c'est le même, mais un petit peu changé, un petit peu accentué. Par exemple, Trump, c'est une constante dans le désordre et une politique un peu erratique. Si, mais dire qu'il est erratique, dire toutes les caractéristiques de son comportement et de son étrange politique étrangère, c'est une chose. Et puis de le voir évoluer et d'un certain côté se confirmer dans ses attitudes est quelque chose de très important. Je vais vous donner un exemple concret, c'est que cette sorte de recul vis-à-vis de l'Iran, qui est tout à fait étonnant, parce que d'un côté, il y a des menaces extrêmement fortes, et de l'autre, vous avez vu que quand il y a eu des incidents sur le golfe Persique, il a en réalité reculé. Parce qu'il ne veut pas faire la guerre. Donc ce qui est nouveau, c'est, de ce point de vue-là, c'est la confirmation de ce qu'on sait déjà, mais sur des cas nouveaux. Cette situation qui se complexifie au niveau international, USA, Chine, vous avez fait référence à l'Iran, à l'affaire et au dossier syrien aussi, oui. À la Russie. Voilà. Est-ce que c'est Donald Trump qui est au centre, en fait, l'espèce de chef d'orchestre de ce désordre géopolitique? Il faut toujours, il y a des facteurs fondamentaux qui sont des facteurs, par exemple, d'éloignement des États-Unis de l'Europe. Et le fait que les États-Unis envisagent maintenant leurs intérêts d'une manière beaucoup plus étroite qu'ils ne l'ont fait dans le temps de la guerre froide, ça c'est une constante, et c'est une constante qui vient de quoi? Qui vient tout simplement de la chute de l'Union soviétique il y a 30 ans. Parce que prenez l'exemple de l'Alliance Atlantique, elle a été construite par rapport à la menace soviétique. Après la chute de l'Union soviétique, cette menace a en réalité disparu, mais on a maintenu un peu artificiellement l'Alliance Atlantique. Donc d'un certain point de vue, Trump ne fait que prolonger ce que faisaient ses prédécesseurs. Il prolonge d'un certains égards la politique d'Obama, etc. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le style de le Trump. Style ou le fait qu'il déclenche des guerres, en fait, en tout cas, qu'il utilise l'armée économique, ce que vous avez déclaré aussi. Alors là aussi, l'armée économique, absolument. Ouais. Donc l'armée économique, elle est utilisée depuis longtemps, d'ailleurs, par les États-Unis, mais il le fait maintenant d'une façon qui est, je crois, tout à fait excessive, puisque ça revient finalement à punir ses propres alliés ou ses propres partenaires s'ils ne suivent pas la politique étrangère des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a double sanction. Il y a des sanctions, les sanctions économiques adressées aux autres, finalement, par une sorte d'effet boomerang, s'appliquent aussi aux alliés et partenaires des États-Unis, ce qui est un peu étrange. Quand vous dites alliés, vous pensez à l'Europe, vous pensez à la France, par exemple? Je pense par exemple aux membres de l'Alliance Atlantique, bien entendu. Au niveau de l'OTAN? Là, je cite au niveau de l'OTAN. Au niveau de l'OTAN, mais d'une manière générale, oui, parce que nous sommes alliés. Nous sommes explicitement alliés. Mais le Japon n'est pas dans l'OTAN, mais il y a un autre, il y a un traité de sécurité mutuelle. En fait, tous les partenaires des États-Unis sont sommés de suivre la politique étrangère américaine, alors même qu'ils la désapprouvent. Donc cette tendance, je ne vous dis pas que cette tendance n'existait pas avant, je crois qu'elle existait, mais elle a été très fortement accentuée par Trump.
et avec des conséquences potentielles extrêmement élevées. Par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, entre nous, le système monétaire international. Je pense que le système monétaire international, ou plus précisément le système des paiements internationaux, peut être affecté sur le long terme, parce que derrière tout ça, il y a une confiance dans le dollar. Et si la confiance dans le dollar s'érode, eh bien, ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur le système des paiements internationaux. Et en même temps, comme on l'a bien vu dans nos débats ici, tout ça, ces évolutions peuvent prendre beaucoup de temps. Mais elles sont engagées, c'est ça qu'il faut voir. Ça pourrait se faire peut-être au bénéfice de l'euro, non ? Alors, ça peut se faire au bénéfice de l'euro, mais pour cela, il y a encore un très long chemin à faire pour renforcer l'euro à travers le système bancaire européen, par exemple. Il y a beaucoup de technicité derrière tout ça, et beaucoup de politique et beaucoup de négociations. Donc oui, je pense que ça peut se faire au bénéfice de l'euro, mais ça prendra du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut bien voir, quand on réfléchit sur toutes ces questions, il y a des vitesses d'évolution qui ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qui évoluent lentement, il y en a d'autres qui évoluent très rapidement. Quand vous avez des mouvements de rue comme en Algérie ou à Hong Kong, c'est une chose. On est dedans et on en voit les effets au jour le jour. Mais par ailleurs, vous avez les évolutions beaucoup plus lentes dont on ne voit les effets justement qu'en les regardant bien, en les analysant. Ce qui est d'ailleurs le but de la World Policy Conference, puisque ce que nous cherchons dans cette World Policy Conference, c'est à voir clairement ce qui n'est pas immédiatement visible. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme risque plus ou moins immédiat? Tension, on dit, bon, ça fait un petit moment qu'on parle de tension, de tension exacerbée entre les États-Unis et la Chine. Oui, non, si on parle de risques majeurs, comme pourrait l'être, comme on pouvait le penser autrefois, l'explosion d'une bombe atomique, etc., je ne crois pas qu'il y ait de risques majeurs de cet ordre. Mais en revanche, vous avez un accroissement de l'incertitude générale par une multiplicité d'incidents qui peuvent arriver ici ou là tous les jours. Alors, prenez, pour être concret, vous voyez bien que l'an dernier, on avait dit ici, et ça a été répété d'ailleurs cette année, que les fondamentaux économiques sont plutôt bons dans le monde. Des perspectives réjouissantes. Ça, c'est une perspective réjouissante, excepté que c'est compromis par les chocs géopolitiques. Et donc vous avez une accumulation des chocs géopolitiques qui font que bien que les fondamentaux soient bons, la croissance économique est très inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et la guerre économique entre les États-Unis et la Chine n'en est qu'un aspect. Et pour vous, on peut sortir de cette guerre-là entre les deux grandes puissances économiques? Il faudra bien qu'on en sorte. La guerre et la bataille. Ouais. Il faudra bien qu'on en sorte parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne de ne pas en sortir. Ne pas s'en sortir, ça voudrait dire évoluer un peu comme dans les années 30, comme dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle en anglais un beggar thy neighbor policy, c'est-à-dire où chacun cherche à faire la peau des autres, et ça fait un effet cumulatif négatif pour tout le monde, et ça pourrait entraîner le reste du monde dans quelque chose comme une grande dépression, avec un krach boursier, etc. Ça, je crois qu'on a des chances de l'éviter. Encore que, vous voyez bien qu'en 2008, par exemple, quand vous avez eu la grande crise financière de 2008, ça a pris tout le monde de court, parce que même les meilleurs économistes pensaient que ça ne pourrait jamais se produire. Alors le fait de savoir que ça peut se produire aujourd'hui rend les gens un peu plus prudents, mais quand je vois aussi certains dérapages financiers, je ne suis pas totalement sûr qu'on ait appris la leçon. Est-ce que vous donnez du crédit à certains économistes et observateurs internationaux qui créditent l'idée d'une crise financière internationale à l'horizon 2020, c'est-à-dire dans quelques mois? Je pense qu'en effet, c'est possible. C'est possible pour vous? Oui, c'est possible. Avec un scénario aussi catastrophique en 2008? Alors, c'est possible tout simplement parce qu'on retrouve aujourd'hui des caractéristiques qui étaient celles justement qui prévalaient au début du siècle, donc un peu avant 2008. Alors ce qui atténue un peu le risque, c'est précisément qu'on en ait conscience. Et je pense que le fait d'en avoir conscience peut rendre un peu plus prudent. D'un autre côté, je suis pour ma part toujours frappé par cette espèce d'indifférence quand même des autorités américaines qui ne semblent pas vouloir prendre ce problème très au sérieux. Et du reste, les États-Unis, qui sont largement responsables de la crise de 2007-2008, en sont aussi les plus grands bénéficiaires, ce qui est tout de même assez paradoxal. Mais très souvent, c'est ce qui se produit, non? Celui qui est responsable tire profit de
des dégâts. Le monde n'est pas juste. Le monde est injuste, c'est ça? Je disais, il n'est pas juste, mais on peut dire aussi qu'il est injuste. On va aller sur l'Asie et sur le Pacifique. D'ailleurs, c'est ce qui correspond un petit peu au repositionnement aussi des États-Unis d'Amérique, déjà sous Barack Obama. Les enjeux américains de la première grande puissance économique et militaire au monde, ce serait au Pacifique. Qu'est-ce qui se passe au Pacifique? Les tensions, vous avez parlé de Hong Kong, Chine, Japon, Corée, où il y a Donald Trump aussi qui avait pris certains engagements avec le chef d'État. On a beaucoup analysé ici aussi la situation de la Chine, n'est-ce pas? La Chine a une grande politique. Cette grande politique, c'est relativement simple pour l'objectif fondamental. L'objectif fondamental, c'est en 2049 être la première puissance mondiale. Bon, pourquoi 2049? Parce que ce sera le 100e anniversaire de la victoire de Mao Tse-tung, et ils veulent à ce moment-là avoir supplanté les États-Unis. Donc ça, c'est la donnée fondamentale. Et ils cherchent aussi à étendre leur empire, parce que pour moi, il y a un choc de deux empires, l'empire américain et l'empire chinois. Et les Chinois cherchent à étendre leur empire par la voie douce, parce que la pensée stratégique chinoise a toujours été d'essayer de gagner les guerres sans combat, mais ce qui n'empêche pas que par ailleurs, on développe tout de même l'instrument militaire. Et donc, ils cherchent, à travers des initiatives comme la route de la soie, etc., à étendre leurs tentacules, si vous voulez, sur l'ensemble du monde. Et par ailleurs, ils veulent aussi recouvrer leur primauté sur les mers adjacentes, les mers de Chine du Nord, du Sud, etc. Tout cela se fait aussi lentement. Mais le grand enjeu, c'est Taïwan. C'est Taïwan. Et c'est probablement, et même sûrement, pourrait-on dire, le seul cas où il pourrait y avoir une guerre, c'est-à-dire si Taïwan voulait, par exemple, prendre son indépendance, affirmer couper définitivement ou prétendre couper définitivement le lien avec la République populaire, avec le soutien des États-Unis, par exemple. Je crois que ça, ce serait un cas de guerre possible. Alors Hong Kong doit s'analyser, me semble-t-il, un peu dans cette perspective. C'est-à-dire que Hong Kong, de toute façon, dans 28 ans, en 2047, la Chine doit récupérer totalement la souveraineté sur Hong Kong. Pour les Chinois, je crois que le problème, c'est d'essayer de manœuvrer le plus astucieusement possible pour éviter des bains de sang ou pour éviter des situations qui, en tout cas temporairement, compromettraient leur image et par conséquent aussi leur position dans le monde et pourraient porter un coup sévère à leur politique, à leur grande politique. Et la Corée du Nord? Celui qui est le plus malin, c'est Kim Jong-un. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il a réussi à se faire réintégrer, reconnaître maintenant comme quelqu'un d'acceptable dans la communauté internationale et il n'a absolument rien cédé. Et comme Trump ne veut pas faire la guerre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des constantes de Trump, il ne veut pas faire la guerre. Donc la seule façon de progresser maintenant, c'est à partir soit des sanctions, mais on en revient toujours au même problème aussi, qui est aussi le problème de l'efficacité des sanctions, du détournement des sanctions, etc. Moi, je crois que la capacité d'encaissement des Coréens du Nord est plus grande qu'on ne le croit, et soit par la voie diplomatique traditionnelle. Mais la voie diplomatique traditionnelle, il se trouve que Trump lui-même en sape les bases, la décrédibilise. Donc, comme on l'a vu avec l'accord sur l'Iran, puisque au fond, les États-Unis ont déchiré un traité qu'ils avaient eux-mêmes signé. Alors, comment voulez-vous convaincre Kim Jong-un de signer un accord s'il peut penser que cet accord sera ensuite trahi? Vous voyez, c'est extrêmement compliqué tout ça. Donc Donald Trump, de toute façon, il lui reste quoi? Il lui reste 18 mois encore de mandat? Oui, mais je pense qu'il a des chances très sérieuses d'être réélu. Est-ce qu'on peut avoir un Donald Trump encore plus violent, parce qu'il va rentrer en campagne électorale, et que donc du coup, l'année qui va s'ouvrir va être encore plus compliquée? Je crois que ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Trump ne songe jamais qu'à la politique intérieure. Par conséquent, toutes les initiatives de Trump, ou les non-initiatives, ou les retraits, etc., doivent s'analyser à la lumière de l'effet qu'il escompte pour sa campagne et pour sa réélection. Sa réélection. Je voulais juste évoquer un petit peu l'Afrique avec vous aussi. Oui. Ça a été aussi au cœur de différentes tables rondes. Oui. Ça avance? L'Afrique? Oui. Oui, je crois que ça n'avance pas assez vite. Mais ça avance. Est-ce que la zone de libre-échange, la ZLECA, est-ce que pour vous ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens. Mais l'Afrique, les problèmes de l'Afrique, on les connaît bien, c'est que ce sont des problèmes de gouvernance
dans un certain nombre de pays, c'est le problème de fonctionnement de l'État. Les États sont faibles, avec des administrations faibles, etc. Et puis, évidemment, des systèmes de sécurité qui sont tout à fait insuffisants. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous pensons qu'il faut absolument renforcer le partenariat de sécurité, les partenariats de sécurité, spécialement pour l'Afrique du Nord et le Sahel avec les Européens. Par rapport à la menace terroriste, non, par rapport aux menaces qu'ils sont en train d'exploser devant nous, comme au Sahel. Si on ne fait rien au Sahel, on peut avoir une situation aussi grave que la situation dans le Golfe. Il faut renforcer en fait le pacte de sécurité. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer le pacte de développement et de développement économique au sens large plutôt que de... Vous avez tout à fait raison, mais on n'est pas aux mêmes échelles de temps. Il est évident que sur le long terme, c'est le développement qui va permettre de réduire tous ces risques sécuritaires. Il n'empêche qu'à court terme, il faut aussi être assez malin. Mais je crois que les politiques, on va dire, d'alliance militaire, avec une composante militaire, et les politiques, j'appelle ça pour simplifier, de co-développement, tout ça, ce sont des actions complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. La question des flux migratoires aussi, est-ce que c'est La question des flux migratoires, la gestion des flux migratoires, enjeu majeur, relation Nord-Sud? Je pense que c'est un enjeu majeur dans la mesure où les Européens, on le voit très clairement, ne sont pas prêts à recevoir des flots massifs et soudains de réfugiés ou de migrants. Maintenant, on sait aussi que, en ce qui concerne l'Afrique, que l'essentiel des mouvements migratoires africain, c'est à l'intérieur même du continent africain. Donc là aussi, je pense qu'il faut que les Européens eux-mêmes clarifient leurs idées, leurs politiques, mais il faut aussi travailler avec les pays d'Afrique. Ça peut se gérer pays par pays ou il faut une voie unique au niveau de l'Europe, parce que c'est un peu compliqué, on a l'impression que les pays d'Europe... Les pays d'Europe du Sud, en fait, ils sont confrontés directement, et les autres, peut-être l'Estonie, et des pays comme la Pologne, non, c'est pas leur souci. Oui, mais enfin, la Pologne, si vous voulez, on en a pas mal parlé aussi à la conférence, les Polonais ou les pays d'Europe de l'Est, ils n'ont aucune, historiquement, ils n'ont aucune implication en Afrique. Donc pour eux, l'immigration africaine, ça n'a aucun sens. Pour la population, ça n'a aucun sens. Pour les pays d'Europe du Sud, ça a un sens. Donc tout ça doit être aussi traité à la fois globalement, c'est-à-dire le cadre général des politiques, et puis ensuite, bien entendu, pays par pays. Et par rapport à la menace terroriste Daesh, on en parle un peu moins aujourd'hui. J'en ai parlé un instant, c'est l'enjeu majeur qui aujourd'hui affecte le Sahel en particulier, et je crois que si on continue, là aussi ça a été dit ici, si on continue à la traiter d'une manière aussi faible, et quand on pense qu'il n'y a que la France... c'est peut-être pas simple aussi à traiter, non? Pardon? La menace Daesh, elle est peut-être pas simple à traiter. On ne sait pas qui fait quoi, qui commande quoi. Enfin, on ne sait pas, mais on sait d'autant moins que les moyens pour essayer de mieux comprendre la situation et pour y parer sont beaucoup trop limités. Donc c'est une priorité absolue. Et le Maghreb, pour finir? Élection présidentielle en Tunisie. L'élection présidentielle en Tunisie montre que, contrairement à ce que beaucoup de gens, à mon avis un peu naïfs, ont cru en 2008, après 2011 plutôt, même le cas tunisien n'est pas si simple que ça. En ce qui concerne l'Algérie, aujourd'hui, bien malin serait celui qui pourrait prédire l'issue de ce qui est en train de se passer. Donc je me garde bien pour ce qui me concerne de faire quelques prévisions que ce soit à court terme. Par contre sur le long terme, et là aussi c'est une platitude, il est clair que ce serait l'intérêt à la fois des trois pays du Maghreb et également de la communauté internationale au sens large, que les pays du Maghreb puissent développer des relations normales. Ça a d'ailleurs failli se passer à l'époque du roi Hassan II et de Bouteflika, n'est-ce pas, où on a été à deux doigts aussi de régler la question, par exemple, du Polisario, et on aurait probablement pu régler. Donc c'est des choses, on ne sait jamais. Il peut y avoir aussi des progrès. Voilà, on va terminer par où on a commencé, c'est-à-dire le fait que de temps en temps, il y a des conjonctures, des situations qui permettent de régler des problèmes qui ont traîné parfois pendant des décennies. Et de ce point de vue-là, il faut rester optimiste. En tout cas, la réalité internationale, pour reprendre votre propos, elle n'est pas figée, il n'y a pas de photographie. Elle n'est jamais figée. C'est toujours dynamique. Absolument. Comme ce débat d'ailleurs. Merci voilà, à vous en tout cas. Thierry de Montbrial, je rappelle que vous êtes président fondateur de la World Policy Conference, 12e édition, ici à Marrakech.